Le débat politique du jeudi, Mathieu Slama, Simon Mauss. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre en studio et en direct. Mathieu Slama, je rappelle que vous êtes essayiste. Simon, vous êtes le fondateur du média In Plus sur Instagram. Israël célèbre donc aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance en 1948. Un anniversaire, c'est en général l'occasion d'un bilan de l'année écoulée. Simon, Mathieu, comment est-ce que vous évaluez cette année israélienne dominée toujours par la guerre, bien sûr, avec des succès majeurs au Liban et en Iran, mais aussi la quête toujours des otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Simon, pour démarrer. Écoutez, déjà, je suis très heureux aujourd'hui. Israël fête son 77e anniversaire. En tout cas, l'État d'Israël fête le 77e anniversaire de son indépendance et c'est vraiment une grande joie pour tout le monde. Oui, 77 ans, c'est l'occasion de faire les bilans et l'anniversaire, c'est aussi l'occasion de revenir sur l'année qui s'est écoulée. Écoutez, c'est un pays qui est quand même un pays miraculeux, qui, à de nombreux égards, a toutes les raisons de sombrer dans la dictature, dans l'autoritarisme, qui reste une démocratie vibrante, plurielle, un pays libre, le seul de la région. C'est un pays qui est en guerre depuis, évidemment, son indépendance, mais qui l'est davantage depuis le 7 octobre. Et est-ce que ces guerres en cours ont changé un peu, ont transformé la société ? Je ne dirais pas qu'elles l'ont fondamentalement transformé, parce que Israël est né dans la guerre. Israël est né dans la menace de son extinction. Maintenant, évidemment, ça a réveillé Israël quant à sa fragilité, le 7 octobre. Et il est vrai que malheureusement, on fête aujourd'hui un anniversaire sans être complètement complet, puisqu'il y a encore des dizaines d'otages dans la bande de Gaza. Et il faut évidemment appeler à leur libération et aussi, pas surtout, mais aussi évidemment la victoire d'Israël sur ses ennemis. Mathieu ? Oui, bon, moi j'ai un regard plus sombre. D'abord sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Bon, sur le plan extérieur, il y a le drame de Gaza, la situation qui continue à être catastrophique. Et alors évidemment, les otages, encore beaucoup d'otages qui ne sont pas revenus. 59. Voilà, 59. Et puis les Gazaouis qui continuent de mourir, les familles Gazaouis qui continuent de mourir. Je note aussi une chose qui m'a glacé le sang, je le dis très honnêtement, l'annonce par le ministre Smotrich d'une sorte d'autorité de l'émigration qui serait mise en place et qui serait en charge de mettre un peu en place le plan évoqué par Trump. Ce qui n'a pas du tout été confirmé par Benjamin Netanyahu. Voilà, exactement. C'est une annonce qui a été faite, mais ça n'est pas encore confirmé. Mais alors ça, typiquement, on serait dans une trahison de toutes les valeurs, pour moi, historiques d'Israël. Et l'idée, au fond, que y a les droits fondamentaux des Palestiniens, notamment le droit à l'autodétermination, qui est aussi quelque chose qui doit être concomitant d'Israël. Donc sur le plan extérieur, moi j'ai un regard évidemment très sombre. Et puis sur le plan intérieur, peut-être qu'on en parlera, mais non, moi je ne crois pas que la démocratie israélienne est florissante. Benjamin Netanyahou attaque régulièrement l'état de droit et il y a évidemment une opposition en Israël qui le dénonce. Il y a eu des grandes manifestations justement dirigées contre Netanyahou en raison de sa politique liberticide, son attaque contre la Cour suprême israélienne qui est, je le rappelle quand même, la garante en Israël des droits fondamentaux des citoyens et de tous les citoyens. Il y a cette réforme de la citoyenneté qui a été mise en place il y a quelques années, qui donne moins de droits aux Palestiniens qu'aux autres, notamment sur cette question des mariages et qui n'aurait plus la nationalité automatiquement avec le mariage. Tout ça, c'est des coups de canif mis sur le contrat finalement, qui était, à mon sens, moi en tout cas, l'idée de départ d'Israël, c'est-à-dire cette espèce d'idéal démocratique, les kibbutz, par exemple, dont l'idéal paraît quand même assez lointain aujourd'hui. Une image d'Épinal. Oui, mais ce libéralisme... 77 ans après, ce libéralisme... dans un moment de guerre multifront. Mais justement, le fait que ce libéralisme politique, cet idéal cosmopolite qu'il y avait, et multiculturel qu'il y avait au cœur de la création d'Israël, je trouve qu'on en est infiniment loin, et ça nous dit quelque chose quand même de quelque chose qui se passe aujourd'hui qui me semble très inquiétant. Simon, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que dit Mathieu, il y a ce que je dis aussi, puisque Mathieu reconnaît qu'il y a de la politique et de l'opposition à la politique, et ça s'appelle la démocratie. Que des gens manifestent dans la rue, ça s'appelle la démocratie. Donc c'est pas du tout un signe
de régression, c'est un signe de progression, sinon... On pourrait aussi mentionner le gel de la décision de limoger l'ancien chef le futur ancien chef du Shin Bet par la Cour suprême. Oui, il va finalement démissionner, ce qu'il a annoncé. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, on fête un anniversaire, on fête pas l'anniversaire d'un pays qui est parfait ni d'un ange, on fête l'anniversaire d'un miracle démocratique et libéral au Moyen-Orient. On fête aussi l'anniversaire d'un décolonialisme, celui du peuple juif sur sa terre natale d'Israël, qui a été en exil pendant 2000 ans. Et je dois dire que quand j'entends en effet ce discours très sombre de Mathieu, je m'interroge parce que quel est le seul pays, le seul du Moyen-Orient, où un arabe peut sortir dans la rue, prendre le micro ou le mégaphone, insulter le Premier ministre, insulter l'État, sans risquer la prison ou la potence. Le seul pays où c'est le cas, c'est Israël. Est-ce qu'on est trop exigeant politiquement, moralement avec l'État d'Israël, Simon et Mathieu? Ah bah évidemment, je veux dire... Alors, il y a deux choses. Que l'on soit exigeant avec nous-mêmes, c'est quelque chose de tout à fait souhaitable. On a toujours gagné quand on est exigeant avec nous-mêmes. Par contre, quand on a la communauté internationale, les mouvements de gauche, et pas que de gauche d'ailleurs aussi, mais je parle même pas de l'extrême droite, mais l'obsession qu'il y a autour d'Israël, on attend d'Israël de se comporter comme aucun autre pays dans le monde ne se comporterait en temps de guerre. Mathieu, sur ce point, cet éventuel deux poids deux mesures inversé? Non, alors il y a évidemment toujours ceux qui au fond cachent leur obsession d'Israël, enfin cachent leur antisémitisme, avec leur obsession d'Israël, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très sincères dans leur inquiétude, dans leur critique d'Israël. Et quand vous parliez de la communauté internationale, quand vous avez quasiment l'intégralité de la communauté internationale, des institutions internationales, que vous avez de nombreuses ONG, que vous avez de nombreuses personnalités également qui sont spécialistes des droits de l'homme, qui sont spécialistes des droits humains, etc., qui vous dites que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est gravissime, je pense que la réponse à apporter à cela, de notre point de vue à nous, commentateurs en France, n'est pas de dire que c'est tous ces gens-là qui ont tort et que c'est Israël qui a raison. Quand il y a quand même un certain consensus sur le fait de dire qu'il faut arrêter ce qui est en train de se passer à Gaza, je dis prenons ça très au sérieux parce que ça n'est plus possible. Et quand on dit que Israël est une démocratie, mais est-ce qu'Israël peut arrêter cette guerre? Vous gardez la parole, Mathieu. Oui. Si les 59 otages, dont une partie est mort, et que par ailleurs le Hamas souhaite gouverner et maintenir sa gouvernance sur la bande de Gaza, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ce serait acceptable pour une autre démocratie qu'Israël? Je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop. En fait, à un moment donné, quand on voit le nombre de morts, quand on voit que, je veux dire, il y a une telle gravité de ce qui se passe, il faut dire stop. Et puis je dis autre chose aussi, Israël, une grande démocratie, etc. Mais justement, une grande démocratie, elle a des exigences très fortes, très importantes. Et on peut dire ce qu'on veut sur la démocratie israélienne. Une démocratie qui ne respecte pas le droit international, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des organisations internationales qui le disent. Moi, mon avis ne compte pas. C'est une démocratie qui, au fond, je le dis, ne respecte pas le contrat démocratique de départ, qui est le respect des droits fondamentaux à l'intérieur, mais le respect du droit international à l'extérieur. Et c'est ça que je dis, moi, surtout. C'est que, finalement, démocratie ou pas, l'important, c'est le respect des règles démocratiques et des règles internationales. Alors, il y a déjà, je pense, un aveuglement volontaire lorsqu'on ne veut pas voir qu'il y a un biais anti-israélien majeur dans la communauté internationale. Il ne faut pas oublier que depuis 2015, Israël représente 70% des résolutions condamnatoires de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc ça veut dire qu'Israël est plus condamné. Il faut peut-être s'interroger aussi n'importe. Oui, attendez. Il y a une disproportion qui est évidente. Attendez, je reviens dessus justement, parce que ça c'est l'argument que j'entends souvent. Il faut se demander pourquoi. Israël est plus condamné que l'Iran, la Chine, le Venezuela, la Corée du Nord, la Syrie, le Yémen, réunis. Israël est plus condamné à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, que tous les autres pays de la planète. Pourquoi? Parce que l'ONU, ça n'est ni plus ni moins que la réunion d'États qui ont leurs intérêts, qui ne sont pas tous des démocraties, qui sont pour la plupart malheureusement d'ailleurs des dictatures. Et donc le vote de dictature sur le comportement qu'Israël devrait avoir, en général, moi j'en fais une boussole inverse. Maintenant, tout à l'heure vous parliez de la bande de Gaza. Moi je veux juste rappeler une chose. Vous dites il faut dire stop à un moment.
mais comme si on voulait que ce qui se passe à Gaza, comme si on voulait infliger aux innocents qui existent dans la bande de Gaza, des souffrances. Mais il y a quelque chose qu'il faut rappeler très très clairement. 2 choses. La première, la bande de Gaza aujourd'hui ne serait pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui si, il y a à peu près 1 an et demi, le Hamas, les terroristes palestiniens du djihad islamique, du FPLP, les nombreux civils qui les ont accompagnés dans les horreurs, avaient su résister à la tentation incroyable de massacrer, de violer, de mutiler et de kidnapper des milliers de juifs. Et je vais juste rajouter autre chose. C'est vrai, mais maintenant il faut mettre un terme à cette guerre. Je vais juste rajouter autre chose. On parle de mettre un terme à cette guerre. Ce qui se passe à Gaza est terrible, mais ce qui importe quand on analyse les choses, c'est qui en endosse la responsabilité. Et ceux qui en endossent la responsabilité et la culpabilité, ce sont ceux qui, depuis 1 an et demi, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, ont la capacité, ont la possibilité de mettre un terme à la guerre en libérant les otages et en déposant les armes. Je veux bien, moi, les vœux pieux du pacifisme, mais vous savez, si la guerre se gagnait aussi facilement qu'avec les vœux pieux du pacifisme aveugle, vous savez, les cimetières américains de Normandie seraient bien vides aujourd'hui. Parce qu'il aurait suffi de dire non mais on veut la paix, on va pas faire la guerre, et puis oui, c'est pas grave si le régime totalitaire hitlérien l'emporte sur l'Europe, puisque de toute façon ce qui compte c'est dire stop un moment parce qu'il y a trop de victimes. C'est la guerre. Je ne sais pas si vous voulez réagir. J'ajoute une question. Ceci dit, il nous reste à peu près 5 minutes. Je voudrais parler du rapport au monde d'Israël et du rapport du monde à Israël. Vu de la France, est-ce que vous direz que l'opinion publique comprend peut-être mieux aujourd'hui certaines problématiques sécuritaires liées au terrorisme en Israël et au Proche-Orient qu'il y a 10 ou 15 ans, malgré une inquiétude qui est certaine vis-à-vis de la situation de la population à Gaza? Est-ce qu'il y a malgré tout une évolution qui a été de l'opinion publique, marquée notamment par ce qui est arrivé le 7 octobre? Je sais pas trop. D'abord, je note que depuis le 7 octobre, l'antisémitisme explose. Donc, et je pense que c'est vrai en France, mais ailleurs aussi. Donc, je suis pas certain en fait qu'il y ait eu une meilleure compréhension d'une part d'Israël en tant que pays, et notamment du point de vue historique. Et je vois aussi que les idées, on va dire, antisionistes prennent de l'ampleur. Au-delà de l'extrême gauche, oui, peut-être au-delà de l'extrême gauche, en cas dans l'opinion publique, dans la jeunesse également. Et ça, je pense aussi que c'est lié. Alors, on peut tout mettre sur le dos de l'antisémitisme. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est lié aussi, justement, à ce que je disais avant, c'est-à-dire aux violations du droit international et à ce qu'on a vu à Gaza. Et moi, ça m'inquiète parce qu'au fond, il y avait dans l'idée sioniste une belle idée qui était au fond le droit à l'autodétermination et qui était le droit de ne pas mourir, et qui était notamment chez la gauche israélienne au départ. Alors il y avait évidemment l'idée de refuge pour les juifs qui sont menacés partout dans le monde. Mais il y avait aussi cette idée qu'au fond, cette autodétermination devait aller de pair avec l'autodétermination de l'autre peuple. C'est pour ça qu'ils ont accepté le plan de partage en 47. C'est-à-dire les Palestiniens. C'est pour ça qu'ils ont accepté le plan de partage en 47 et que les Arabes ont refusé. Juste moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est la montée de l'intolérance par rapport à cette question-là. C'est les discours de plus en plus radicaux. Dont Israël serait responsable. Dont tout le monde serait un peu responsable dans cette histoire, mais je pense alors je ne dis pas évidemment qu'Israël a la responsabilité de la montée de l'antisémitisme, c'est pas ce que je dis, parce que ça, jamais je ne dirais ça. Mais en revanche, qu'il y a une montée des discours radicaux autour du sujet, et avec aussi quelque chose qui me semble important, c'est qu'on parle beaucoup de Gaza, mais on n'a pas parlé de la Cisjordanie. Et en Cisjordanie, également, le droit international est bafoué. En Cisjordanie également, il y a des colonies qui s'installent contre le droit international. Et ça aussi, je crois que au fond, il y a cette idée que ce qui était au cœur, au fond, de l'idée sioniste, en tout cas, du point de vue de la gauche israélienne, en tout cas, c'est que le droit à l'autodétermination, il vaut pour les Israéliens et il vaut pour les Palestiniens. Et c'est ça qui est en train de nous échapper aujourd'hui un petit peu. Alors, il y a 2 choses qui sont factuellement erroné dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que s'il y avait aujourd'hui une telle obsession, ou disons un tel déferlement, c'était aussi parce qu'Israël, selon vous, violerait le droit international. Admettons que ce soit vrai, ça n'est pas vrai, mais admettons que ce soit vrai.
Admettons c'est que- vrai du point de vue factuel. Non, admettons que ce soit vrai qu'Israël, comme vous dites, viole le droit international. C'est vrai du point de vue factuel. Attendez, je vais y revenir vrai du après point de vue justement factuel. là-dessus. Il nous reste 45 secondes. Ouais, je vais revenir là-dessus. Dans le monde, il y a plein de pays qui violent le droit international. Bien sûr. Ça ne suscite aucune attention de la jeunesse, des mobilisations à Sciences Po. Ça n'est pas ça qui est la boussole de ces indignés professionnels. La boussole, la seule variable qui différencie, qui distingue Israël par rapport aux autres et qui suscite plus d'attention que les autres, c'est la variable qui est propre et unique à Israël, c'est un État juif. C'est la seule raison pour laquelle le monde est obsédé par cet État. Et c'est pas parce que selon vous, il violerait le droit international, ce qui n'est pas vrai. Les Juifs ne sont pas des colons en Judée-Samarie, d'accord? Il y a un endroit sur Terre. Le droit international le Eh dit. ben non, même le droit international ne le dit Bon, pas. donc, La Convention de Genève, par exemple, que si vous dites que voulez, le droit international se trompe, que le droit Non, international. c'est pas mais Israël, il y a le Ah, mais droit. C'est un fait, c'est contraire non, au droit conclusion, international, messieurs. c'est condamné par l'ONU et le droit international. Alors, on va parler de droit international très On a plus le temps, rapidement. on a On a plus le plus le temps temps, on a 10 parce que secondes. je C'est voulais un fait, citer c'est un l'article de loi. Citez-le, on l'a dit. L'article de la Convention de Genève, l'article 49, dit qu'un État n'a pas le droit de forcer une population, sa population, sur un État occupé. Il n'y a pas d'État occupé. D'ailleurs, c'était la Jordanie avant qui a renoncé à ses Messieurs, droits on va en pas vous mettre 1988. d'accord Oui, cet non. après-midi. Merci Simomos, merci Mathieu Slama d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.